Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, un visage, celui de Moqtada Sadr, l'imam chiite et derrière le mouvement de contestation qui ébranle l'Irak, son portrait dans un instant. Nous irons également au Liban où un mouvement citoyen écologique séduit la population à quelques jours des élections municipales. Enfin, nous terminerons au Qatar à la découverte de la passion nationale, le dromadaire. Tirer sur une ambulance, s'attaquer aux plus vulnérables. À Alep, on vise directement les hôpitaux. Depuis quelques jours, l'ancienne capitale économique du pays est de nouveau sous le feu des bombes, n'épargnant pas les enfants et encore moins leurs médecins. Le docteur Maez, seul pédiatre de la ville martyre, est mort fauché en plein service. Naïnaïem. Un hôpital vient d'être bombardé. C'était il y a quelques jours dans la zone rebelle d'Alep, au nord-ouest de la Syrie. Des civils sortent des gravats, de nombreux enfants dans une détresse totale. Parmi les victimes, ce médecin, le docteur Maaz, un des derniers pédiatres d'Alep. Médecins sans frontières qui soutenaient cet hôpital condamne un acte révoltant visant une fois de plus un centre de santé. Le régime de Bachar el-Assad dément avoir bombardé l'hôpital, mais il est le seul à pouvoir mener des raids aériens avec son allié russe. Ce sont très certainement des crimes de guerre. Attaquer des structures civiles et plus particulièrement des hôpitaux qui sont protégés par la Convention de Genève, ce sont vraiment des crimes horribles et rien n'est fait pour les arrêter. Alep est aujourd'hui à l'image de la Syrie, divisée. Les forces gouvernementales ici en rouge contrôlent un peu moins de 50% du territoire, principalement à l'ouest. Les Kurdes représentés en jaune se concentrent dans le quartier de Sheikh Maksoud. Reste la partie verte aux mains des rebelles. La stratégie de l'armée syrienne et de ses alliés ne fait plus guère de doute. Viser les centres de soins ou même les écoles pour obliger la population à fuir. Étape indispensable avant l'envoi de troupes au sol pour assiéger la zone rebelle. Car Alep, ancienne capitale économique, est devenue la cible prioritaire de Bachar el-Assad. Alep a été perdu il y a 2 ans, parce qu'à cette époque-là, les divers mouvements islamistes ont véritablement poussé fermement. Il faut aujourd'hui que le régime se sent conforté par l'aide apportée par la Russie. Le régime, pour lui, ce qui est important du point de vue symbolique, de reprendre le contrôle de la ville. Et plus précisément, la partie est qui lui résiste depuis 4 ans. Alors ces derniers jours, le régime n'a pas hésité à noyer la ville sous une pluie de bombes et d'obus, sans aucun espoir de cesser le feu. On en vient à ces images impressionnantes en provenance d'Irak. Lorsque les murs protégeant la zone verte s'effondrent par la force populaire, ce sont les institutions irakiennes qui se fissurent. L'Irak s'enlise dans une crise politique qui semble de plus en plus inextricable, poussée par un mouvement de contestation qui exige la chute du gouvernement et la fin de la corruption. Un mouvement porté par cet homme, Moqtada Sadr, absent physiquement mais omniprésent sur la scène irakienne. Moqtada Sadr a hérité de la réputation de son père, illustre imam chiite exécuté par Saddam Hussein, mais a également forgé sa réputation pendant l'invasion américaine. Depuis, il est devenu un personnage incontournable de la politique irakienne. Toujours coiffé du turban noir des descendants du prophète, Moqtada Sadr est un éternel revenant. En 1973, il naît dans le sud de l'Irak, à Koufa. Son père, puis son oncle, figure du militantisme chiite, sont assassinés sur ordre de Saddam Hussein à la fin des années 90. Une lignée qui le propulse à la tête de la résistance chiite en 2003, quand la coalition menée par les États-Unis lance l'invasion de l'Irak. Sadr crée alors une armée, l'armée de Mahdi. Elle devient rapidement la plus puissante des milices irakiennes, 60 000 combattants que les djihadistes américains affrontent dans de violents combats. Battu, le chef chiite met fin aux opérations de ses troupes en 2008, mais ne cessera jamais de dénoncer la présence américaine en Irak. Il le rappelle en 2015 dans un entretien exclusif accordé à France 24. L'armée américaine, nous la refusons. Et même les bombardements américains, les avions américains, nous les refusons. Et nous considérons que c'est une occupation. Dans un pays majoritairement chiite, Moqtada Sadr reste populaire. Il se prête au jeu du nouvel Irak en 2006, en participant au gouvernement de son ennemi de toujours, le chiite du parti d'Awa Nouri el-Maliki. Mais un an plus tard, il en fait sortir ses ministres pour finalement revenir en 2010
et accepter une nouvelle coalition avec El Maliki. As-Sadr alterne ensuite pendant quelques années période de retrait et prise de position publique, avant d'annoncer en février 2014 la fin de sa carrière politique. Moqtada As-Sadr s'est retiré autant que personne, mais sa force politique est toujours là. Mi-mars dernier, l'homme incite ses partisans à manifester devant les institutions du pays. Objectif, dénoncer la corruption des pouvoirs publics. Avec ces manifestations, As-Sadr et ses partisans envoient un message fort à toutes les parties en montrant qu'ils sont la force la plus puissante au sein de la société irakienne. Ils montrent qu'ils sont capables d'influencer les décisions politiques sans faire de compromis avec les autres. L'impasse politique irakienne inquiète les Occidentaux, alors que l'organisation État islamique est toujours présente au nord du pays. Combattre les djihadistes, un point sur lequel Moqtada As-Sadr est pourtant d'accord avec les Américains. Beyrouth Madinati, Beyrouth, ma ville. Cela pourrait presque être le titre d'une chanson de l'illustre cantatrice Fayrouz. En réalité, il s'agit d'un mouvement citoyen qui souhaite tenter sa chance aux élections municipales du 8 mai prochain. Ce courant écologique qui surfe sur la vague de la mauvaise gestion des services publics sur fond de crise des déchets. Reportage de Selim El Medeb. Non confessionnelle, non partisane, composée d'experts et respectant la parité homme-femme, la liste Beyrouth Madinati fait figure d'ovni dans le paysage politique libanais. À la différence de ses concurrentes, elle s'est donné la peine d'imprimer un programme. Elle y prend même des engagements chiffrés. On veut absolument passer à un recyclage plus efficace, passer de 10 à 40% de recyclage de déchets. Et on veut absolument multiplier par 5 les espaces verts parce qu'on a besoin de ce poumon vert pour la ville. Le mouvement s'est fait connaître en organisant des débats citoyens dans plusieurs quartiers de Beyrouth. Si on veut préserver les bâtiments anciens, on va perdre de l'espace. On ne va pas pouvoir construire du neuf pour faire baisser les prix. Nous avons l'intention de créer des villes nouvelles. De cette manière, on pourra construire de grandes tours et des bâtiments neufs en dehors des quartiers historiques. Les Libanais profitent aussi de cette occasion pour exprimer leur colère envers leur classe politique. On a subi 15 années de guerre. Ils nous ont empoisonnés avec le blé, avec le pain, avec les ordures et avec quoi encore? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous? Ça suffit. Juste pour vous dire, madame, que nous vous comprenons parfaitement. Mais nous, tous ensemble, on veut changer cette situation grâce à la municipalité. Le mouvement semble déjà déranger l'establishment politique local. Illustration lors de cette fête populaire beyrouthine. Seul un candidat de la liste de compromis réunissant les principaux partis locaux est autorisé à parler. La tête de liste de Beyrouth Madinati devait s'exprimer. Mais, suite à des pressions politiques, il n'aura finalement pas accès à l'estrade. Bien sûr, comme on est en plein combat électoral et qu'on connaît un succès grandissant auprès de la population, ça fait peur à certains. Ils craignent que notre voix atteigne de plus en plus de gens. Une voix qui séduit la jeunesse beyrouthine. Ce concert de levée de fonds pour la campagne fait ça le comble. Zaid Hamdan, grand nom de la scène musicale libanaise, se distinguait jusqu'ici par sa dénonciation virulente du système politique. C'est l'an zéro pour la politique au Liban, où un parti se présente avec des idées. Donc on ne vote plus pour des familles et des clans, on vote pour des idées et des programmes. 80% des Beyrouthins se sont abstenus aux dernières municipales. Pour réussir, la liste devra convaincre ces électeurs-là. Mais même en cas de défaite, Beyrouth Madinati ne compte pas s'arrêter là. Cadres, volontaires et sympathisants se sont fixés à un objectif ambitieux, rebâtir la démocratie libanaise. Pour terminer, je vous propose une promenade à dos de dromadaire au Qatar. L'animal est vénéré dans les pays du Golfe, tradition bédouine oblige. Les habitants de la région sont passionnés par l'élevage de celui que l'on appelle également le chameau d'Arabie. Tout est mis en œuvre pour améliorer l'espèce et chouchouter ses camélidés. David Harding et Julie Choutou. Moucharif, 3 ans, mène une vie de pacha. Piscine et jacuzzi, un entraînement de champion pour ces chameaux d'Arabie. Ici, au Qatar,
ces dromadaires déchaînent les passions. Objet de fierté et de rivalité entre les propriétaires, un chameau d'Arabie peut valoir jusqu'à 275 000 $. Certains amateurs préfèrent élever eux-mêmes leurs bêtes de course. C'est le cas de Salem Al-Mari, venu inscrire ses animaux aux prochaines compétitions. 80% de mes chameaux viennent de l'élevage. J'en ai acheté 4, ce sont de bons chameaux, mais pour être très honnête, je n'ai pas de chance avec mes achats. Je suis chanceux en élevage. Conformément à la charia, la loi islamique, au Qatar interdit de parier sur les courses de dromadaires. Le propriétaire du gagnant empoche toutefois une grosse récompense. Pour produire les meilleurs dromadaires de la région, ce centre d'insémination a vu le jour en plein désert à 1 heure de Doha. Ici, les chercheurs ont réussi une quinzaine de transferts d'embryons récupérés chez des femelles championnes de course. Une pratique répandue en Occident pour les chevaux, mais l'application aux chameaux est récente. Dans le monde occidental, les camélidés ne sont pas considérés comme une espèce traditionnelle. C'est pourquoi la recherche n'y est pas très développée et qu'il est difficile d'établir certaines techniques comme le transfert d'embryons ou la reproduction in vitro, parce que l'espèce a des aspects très spécifiques, notamment dans le domaine de la reproduction, et donc la recherche est un peu en retard. Malgré l'existence de ces techniques au Qatar, 80% des chameaux de course proviennent toujours de l'élevage traditionnel. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.